19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Niamey accepte la médiation de l'Algérie dans le cadre de l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune, le président algérien qui instruit le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf de se rendre au Niger dans les plus brefs délais en vue d'y entamer des discussions préparatoires. La mosquée Al-Aqsa prise d'assaut pour la deuxième journée consécutive par près d'1 millier de colons sionistes à l'occasion d'une fête juive. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunissent ce lundi à Kiev pour une réunion historique visant à exprimer leur soutien à l'Ukraine, une réunion tenue en raison des dernières oscillations des États-Unis et de la Slovaquie. Et puis Kariko et Drew Weissman élus prix Nobel de médecine pour leurs travaux pionniers sur les vaccins ARN messagers. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, nous le disions à l'instant, Niamey accepte la médiation de l'Algérie dans le cadre de l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune. Cette acceptation de l'initiative algérienne conforte l'option de la solution politique à cette crise et ouvre la voie à la réunion des conditions devant permettre de la surmonter pacifiquement dans l'intérêt du Niger et de l'ensemble de la région. Prenant acte de cette notification, le président Abdelmadjid Tebboune a instruit le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais en vue d'y entamer des discussions préparatoires sur la mise en œuvre de l'initiative algérienne avec toutes les parties prenantes. Le président Abdelmadjid Tebboune, qui a par ailleurs mis fin aux fonctions de Toufir Hakar à la tête du groupe national des hydrocarbures Sonatrach, est nommé Rachid Hachichi comme nouveau PDG du groupe. En Égypte, au moins 45 personnes ont été blessées dans un incendie ayant ravagé ce lundi le QG de la police à Ismaïlia, l'un des plus grands bâtiments de cette ville située sur la rive occidentale du canal de Suez. Le feu s'est déclaré au siège de la direction de la sûreté avant l'aube. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à Oyo, à 400 km au nord de Brazzaville, où il a rencontré le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Il est allé plaider la restauration du Gabon au sein des institutions sous-régionales, mais aussi relancer les relations en dents de scie entre les deux pays. Donc le sens de ma visite ici répond également à ce que j'ai fait en Guinée équatoriale. Nous sommes des peuples bantous. Et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région. Et également, c'est pour apaiser comme je le dis, pourquoi pas les sanctions. Le Gabon a toujours été un acteur de ces instances, de ces organisations sur-régionales, notamment la CAC, la CEMAC, l'Union africaine. Et donc, nous comptons reprendre notre place dans le concert des nations. Toujours sur le continent, Total Energy visé par une plainte au pénal pour des projets pétroliers en Tanzanie et en Ouganda. La compagnie énergétique ne doit plus continuer à alimenter sciemment, librement et impunément le dérèglement climatique, estiment les avocats des associations à l'origine de cette plainte. Des réformes controversées et un taux d'inflation à 25%. L'économie nigériane fait de plus en plus de sceptiques et les Nigérians ne manquent pas d'exprimer leur colère, tandis que le président Bola Tinubu, fraîchement élu, fait de son mieux pour adoucir les mœurs. Naliman Sekar. La première économie d'Afrique commencerait-elle à battre de l'aile? Face à l'inflation galopante qui touche le Nigeria, le président Bola Tinubu, arrivé au pouvoir en mai dernier, tente tant bien que mal de calmer la colère de la population. Cette dernière a décidé d'enclencher une grève à durée illimitée à partir de mardi pour protester contre la hausse des coûts de la vie, en particulier des transports.
Nous avons en quelque sorte vu ce qui s'est passé depuis ces réformes historiques de l'élimination des subventions au carburant et la décision de dévaluer le Naira. Je pense qu'il y a eu une première période d'optimisme alors que le Naira et les taux du marché noir convergeaient les uns avec les autres. Et puis depuis juillet, ils se sont élargis. Or, depuis son élection à la présidence de la République, l'accès à la Naira est de plus en plus difficile. En juin 2023, la Banque centrale du Nigeria a cessé de fixer le cours du change officiel de la monnaie nigérienne face au dollar américain. Une situation de plus en plus pesante pour les entrepreneurs obligés de se diriger vers le marché noir. Nous faisons partie du monde des affaires, nous attendons toujours qu'un miracle se produise. Nous continuons à espérer que le dollar diminue, peut-être demain. Par exemple, vous voulez maintenant payer pour une marchandise particulière et le dollar aujourd'hui est à 1020 naira ou 1015 naira. Mais la semaine dernière, le dollar était à 970 naira. C'est beaucoup trop pour moi, je ne peux pas payer 970 naira. À cause de cette chute, les marchandises seront très chères et le peu de profit que nous faisons sera réduit. Face à des réformes controversées et afin d'arriver à un compromis avec les Nigérians, Bola Tinubu a décidé d'augmenter le salaire minimum fédéral pour les travailleurs les moins qualifiés de 25 000 naira par mois, soit 32 $ américains, au cours des 6 prochains mois. Actualité au Proche-Orient, la mosquée Al-Aqsa prise d'assaut pour le deuxième jour consécutif ce lundi. Près d'1 millier de colons sionistes, dont des membres de la Knesset et d'anciens ministres, ont profané ce lieu saint de l'islam pour commémorer une fête juive et ont effectué des rituels talmudiques sous la protection des forces de l'occupation. Hier, quelques 880 colons avaient pris d'assaut la mosquée sainte. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté ce lundi les négociations directes avec les États-Unis dans un contexte de tension avec l'Occident sur ses programmes nucléaires, spatials ou encore de missiles. Pour rappel, les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Des négociations directes ont toutefois eu lieu de temps à autre entre leurs diplomates. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont retrouvés ce lundi à Kiev pour une réunion historique visant à exprimer la solidarité avec ce pays, selon le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, qui a souligné que Bruxelles avait apporté un soutien d'une valeur de 85 milliards d'euros à l'Ukraine depuis le début du conflit russo-ukrainien. Cette réunion des chefs de la diplomatie de l'UE a eu lieu après qu'un candidat pro-russe ait remporté les élections slovaques dimanche et que le Congrès américain ait omis de financer Kiev dans un projet de loi de dépenses. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, s'est dit fier d'accueillir cette rencontre et a suggéré que son pays rejoigne le bloc des 27 membres dans le futur. Nous ne pensons pas que la question américaine a été brisée parce que les États-Unis comprennent que les enjeux en Ukraine sont bien plus importants que l'Ukraine elle-même. Il s'agit de la stabilité et de la prévisibilité du monde et je crois donc que nous serons en mesure de trouver les solutions nécessaires. Nous étudierons la formule du plan de paix de Zelensky afin de recueillir davantage de soutien dans le monde et de préparer ce plan. Tous mes collègues viennent ici, cher Dmytro, avec la volonté de montrer, d'exprimer, de prouver leur engagement et celui de l'Union européenne à continuer à vous soutenir face à la guerre, face à l'intervention de la Russie en Ukraine. La lassitude à l'égard du conflit ukrainien devrait s'accentuer aux États-Unis comme en Europe. Ce sont là les propos du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui s'exprimait après la décision prise par le Congrès américain d'adopter un projet de loi de financement provisoire qui n'inclut pas l'aide à Kiev. Selon Peskov, Moscou a prévu la lassitude des Occidentaux, mais Washington continuera tout de même à être directement impliqué dans le conflit.
Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, selon nos prévisions, la lassitude due à ce conflit, la lassitude due au parrainage absurde du régime de Kiev va augmenter dans divers pays, y compris les États-Unis. Et cette lassitude entraînera une fragmentation de l'establishment politique et créera des luttes intestines. Et pendant ce temps, une mission de l'ONU est arrivée à Nagorno-Karabakh pour la première fois en 3 décennies. C'est ce qu'a annoncé l'Azerbaïdjan au moment où la majorité de la population arménienne locale a quitté l'enclave après sa reprise par Bakou. En Espagne, le roi Felipe a entamé ce lundi une nouvelle série de négociations avec les partis parlementaires du pays pour déterminer la composition du prochain gouvernement. Le monarque a rencontré dans la matinée les dirigeants des petits partis régionaux de Navarre et des îles Canaries et il en a rencontré d'autres tout au long de la journée. Le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, du Parti socialiste des travailleurs, rencontrera le roi demain mardi. Ils devront s'entendre sur la date d'une éventuelle formation de gouvernement. En Argentine, l'économie, l'inflation dévorante et la dette envers le FMI ont dominé le premier débat entre les candidats à l'élection présidentielle du 22 octobre. Ministre d'une économie à 124% d'inflation sur un an, Sergio Massa, candidat du bloc gouvernemental, a en particulier été la cible de ses 2 principaux rivaux, l'économiste ultra-libéral Javier Milei, pourfendeur autoproclamé de la caste politique, et Patricia Bullrich, ex-ministre de la présidence libérale, Macri, candidate de la coalition d'opposition de centre-droite. Nous proposons de former l'État, de réduire considérablement les dépenses publiques, de réduire les impôts, de simplifier le système fiscal, de déréglementer complètement l'économie, de privatiser pour se débarrasser des entreprises d'État nuisibles, d'ouvrir l'économie et de fermer la Banque centrale. Avec cet ensemble de mesures, réformes, dans 15 ans, l'Argentine pourrait atteindre un niveau de vie similaire à celui de l'Italie ou de la France. Je suis clair sur le fait que l'inflation est un énorme problème en Argentine. Je suis également clair sur le fait que les erreurs de ce gouvernement ont blessé le peuple et pour lui, même si je n'en faisais pas partie avant de prendre mes fonctions de ministre de l'économie, je m'en excuse. Nous réclamons tous la fin de l'angoisse dans laquelle nous vivons. Personne en Argentine ne peut plus la supporter. Courir après les prix, après le dollar, après des salaires qui ne suffisent pas, après de l'argent qui ne sert à rien, après les retraités qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Avec moi, c'est fini. Je vais rayer l'inflation de la carte. Les candidats à la présidentielle équatorienne, Luisa González et Daniel Noboa, se rendent coup pour coup dans un débat lors duquel ils présentent leur projet de gouvernement avant le second tour des élections le 15 octobre. Sur le plan économique, nous devons être un pays compétitif. Aujourd'hui, l'Équateur ne l'est pas. Nous devons avoir de l'électricité à moindre coût, un moindre coût avec les carburants, un développement des infrastructures et de l'irrigation pour nos petits et grands agriculteurs, sans oublier également un système fiscal qui encourage la création d'emplois. Nous allons travailler au contrôle qui est nécessaire dans le pays. Je vais reprendre le contrôle du pays qui nous a été enlevé, reprendre le contrôle des prisons, des routes, des espaces publics et surtout les ports et aéroports que je militariserai, un travail coordonné également avec le secteur de la justice. Toujours dans la région au Mexique, 10 migrantes cubaines ont été tuées dans l'accident du camion qui les transportait. 17 personnes ont été blessées, exclusivement des femmes et des enfants de nationalité cubaine qui voyageaient clandestinement. Le chauffeur du camion a pris la fuite. L'accident s'est produit dans l'état du Chiapas.
Le Bangladesh a enregistré plus de 1000 décès liés à la dengue depuis le début de cette année, selon les statistiques sanitaires officielles publiées dimanche. Des chiffres terrifiants qui classent cette maladie transmise par les moustiques au rang de pire épidémie jamais enregistrée dans le pays. Je ne sais pas comment mon fils a été affecté. Le matin, il était en forme. Le soir, il devint soudain fiévreux. Je l'ai amené ici en urgence. Puis les médecins ont découvert qu'il souffrait de la dengue. Nous recevons moins de patients à Dhaka, mais le pire, c'est que les patients viennent désormais des régions rurales du pays. Par exemple, sur 54 patients admis au cours des dernières 24 heures, 22 d'entre eux viennent de l'extérieur de la capitale. C'est préoccupant. Et plus de 2000 foyers à Sutokai ont été touchés par des inondations ce lundi après l'éclatement de digues le long de la rivière Yom à la suite de fortes pluies dans la région nord de la Thaïlande. Les habitants ont affirmé que cette inondation était la pire qu'ils aient connue. Sport football, l'USM Alger, détenteur de la Coupe de la CAF, a fait l'essentiel dimanche malgré son match nul 0 partout en éliminant le FUS de Rabat en match du second tour préliminaire de la Coupe de la CAF au stade du complexe sportif Miloud Hatfi d'Oran. Un nul qui permet tout de même aux Rouges et Noirs de se qualifier pour la phase de poule. Je vous invite à écouter les coachs des deux formations en conférence de presse d'après-match au micro de notre envoyé spécial à Oran, Paul Salmi. On s'attendait à ce que ce match soit compliqué. On était conscient que la formation du FUS Rabat était une équipe de contre. Dans leur championnat, l'équipe a remporté pratiquement tous ses matchs en déplacement. Il y a quelques jours, le FUS s'est imposé en déplacement face au Wydad Casablanca pour vous dire que cette équipe a du potentiel. 2-0 ça veut dire que l'équipe a un potentiel. On mérite le passage d'Yana. La qualification, on la mérite. Ça n'a pas été facile pour nous. On a joué avec les tripes. Les joueurs ont tout fait pour atteindre notre objectif qui était la phase de poule. Notre objectif, c'est les poules. On a fait le déplacement à Oran avec de l'ambition face au champion d'Afrique et le vainqueur de la Supercoupe. C'est une bonne équipe sur son terrain. On savait que le match allait être difficile. On l'a bien préparé. Je suis fier de mes joueurs. On avait l'avantage dès l'entame qu'on n'a pas su traduire. L'expérience nous manque dans ce genre de match. Et puis football toujours, dernier match avant la phase de poule en Ligue des champions d'Afrique. On joue la seconde période et le CRB est mené 1-0 par les Sierra Leone des Beaux Rangers. On termine cette édition avec l'ouverture de la semaine des prix Nobel. Et l'on connaît le nom des prix Nobel de médecine. Il s'agit de Carrico et de Drew Weissman pour leurs travaux pionniers sur les vaccins ARN messagers. La semaine sera également rythmée par les Nobel de physique, de chimie, de littérature et de paix. La pandémie de Covid fait toujours l'actualité puisque le prix Nobel de médecine vient d'être décerné à la hongroise Katalin Karikó et à l'américain Drew Weissman. C'est grâce à eux que nous avons pu lutter contre la pandémie du Covid-19. Les découvertes décisives des deux chercheurs remontent à 2005 et le premier vaccin à ARN messager contre la souche ont été ensuite fabriqués par les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna. L'Assemblée Nobel du Karolinska Institute a décidé aujourd'hui d'attribuer le prix Nobel 2023 de physiologie ou médecine conjointement à Katalin Karikó et Drew Weissman pour leur découverte concernant les modifications basées sur les nucléosides qui ont permis le développement de vaccins efficaces à ARN messager contre le Covid-19. Les lauréats du prix Nobel de la physique seront connus mardi. Le graphène torsadé ou l'observatoire de neutrinos IceCube en Antarctique reviennent parmi les domaines sous les projecteurs. Le prix Nobel de littérature de cette année sera décerné le 5 octobre. Il pourrait aller à Haruki Murakami, l'auteur japonais le plus lu au monde, ou à Joyce Carol Oates, l'américaine, avec 60 ans de carrière et de récompenses. Les nobles pourraient jeter leur dévolu sur un auteur d'Asie, car cela fait longtemps que ce continent n'a pas eu de lauréat. Une romancière chinoise en fait partie. L'Afrique a toutes ses chances, elle aussi, en littérature.
La semaine sera rythmée par les nobles chimie, maths et paix. Le prix Nobel d'économie conclura la saison le 9 octobre. Voilà un sujet signé Naïla et Hamouda et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24.